Merci d'être venu. Bon, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Je vais m'adresser à Madame Tual. À travers votre association, à travers les remontées d'informations que vous avez, à travers les demandes et les témoignages de vos adhérents, comment est-ce que vous définissez les dons? Vaste question, je vais essayer de répondre de manière synthétique parce que rien que la question en elle-même finalement pourrait nous faire tenir des heures et des heures. Peut-être plusieurs points que je vous partage justement au travers des retours d'expérience et puis aussi de comment ça a évolué tout au long de ces dernières décennies. Le premier aspect, c'est qu'il y a une forme de maquis des désignations. C'est-à-dire, vous dites aidant, mais il y a encore finalement une dizaine d'années, le terme aidant était assez peu usité, même 20 ans. On utilisait les termes, en tout cas plus régulièrement, d'entourage, d'accompagnant, de proches. Certains parlaient des dents naturelles, des dents profanes, des dents informelles. Je ne vais pas tous les faire, mais en tout cas, il y a d'ailleurs toujours un ensemble de désignations. Et derrière, finalement, en filigrane, c'est la question de savoir qui est son prochain. C'est Lévinas qui disait que le prochain est frère, et ça interroge finalement sur le sens de la fraternité, aussi bien dans les sphères privées que dans les sphères publiques. Le terme aidant, en tant que tel, a été créé par les professionnels. Et ça, je pense que c'est extrêmement important. C'est très certainement une des raisons pour lesquelles nombre de personnes ne s'y reconnaissent pas au travers de ce terme, parce que ce terme désigne un rôle là où tout un chacun, qui d'ailleurs peut être concerné, et je vais y venir, se situe avant tout dans une place vis-à-vis d'autrui, dans une relation à autrui. Le terme aidant, effectivement, désigne un rôle. Il y a une définition qui est souvent prise en référence, qui est la définition de la COFAS, qui dit que est aidant toute personne non professionnelle qui intervient à titre principal, pour partie ou totalement, à une personne dépendante de son entourage pour aider aux actes de la vie quotidienne. Et ce qui est particulièrement intéressant, me semble-t-il, dans cette définition, qui ensuite a été reprise d'ailleurs y compris dans le corpus législatif français, c'est que d'abord, elle fonctionne par repères. Ce sont des repères, ce ne sont pas des seuils. C'est-à-dire qu'à aucun moment, on vous dit, pour dire que vous êtes aidant, monsieur, eh bien finalement, il faut que vous ayez aidé tant d'heures, par exemple, par semaine. Le deuxième aspect, c'est que cette définition, finalement, elle comporte comme 4 points, 4 repères. Le premier, c'est le caractère non professionnel de l'aide. Et ça, je crois que c'est extrêmement important. Des aidants ne sont pas des professionnels de santé, et soyons clairs, n'ont pas vocation à se substituer ou à ce qu'on les substitue à des professionnels de santé. Le deuxième aspect, c'est l'origine de la situation. Situation de handicap, de maladie, de dépendance liée au grand âge, et qui nécessite un accompagnement relatif à des gestes de la vie quotidienne. Troisième aspect, c'est la nature de l'aide. La nature de l'aide, elle peut être extrêmement diverse. Elle peut concerner aussi bien, par exemple, l'accompagnement à des soins médicaux que du soutien administratif, du soutien psychologique. Et donc, il y a une diversité, il y a une pluralité des situations, il y a une pluralité aussi des attentes, des besoins, et ceux-ci vont évoluer d'ailleurs, fonction des moments de la vie. Donc, il n'y a pas de, comment dirais-je, pour définir qui est un aidant, il n'y a pas de profil type, il n'y a pas de portrait robot type. En tout cas, si on procédait de la sorte, on ferait comme une forme d'amalgame des situations qui sont vécues, parce que je crois que justement, une des forces de cette définition, puisqu'elle fonctionne par repère, c'est que finalement, c'est la manière dont on concilie avec les autres domaines de la vie qui permet finalement d'apprécier le rôle endossé des dents. Voilà en quelques mots. Est-ce que tu te considères comme un aidant? Oui, alors bonsoir à tous. Déjà, juste toute petite précision. Moi, je suis auprès de mon épouse qui souffre d'un myélome, c'est-à-dire d'un cancer de la moelle osseuse, et une maladie qui a eu, je dirais, qui s'est passée en plusieurs temps. À la découverte de la maladie, elle était complètement, enfin, elle a perdu toute autonomie. Il fallait vraiment quelqu'un à côté d'elle 24 heures sur 24. Et puis aujourd'hui, les choses vont mieux. La maladie se caractérise au quotidien par des douleurs très violentes, mais il n'y a pas de préavis, ça arrive de manière inopinée. Et lorsque ces crises arrivent, bah, il faut qu'elle soit alitée. Elle peut rien faire. Elle peut. Bon, voilà. Donc ça, deux mots sur ce qui fait que je suis auprès d'elle. Alors,
sur la définition de l'aidant, alors moi j'ai une définition qui n'est pas littéraire, universitaire, elle est, pardonnez-moi, très terre à terre. Pour moi, un aidant, c'est quelqu'un qui consacre de son temps euh, pour une personne en souffrance. Voilà, ça c'est vraiment très 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 terre à terre. Et c'est amusant parce qu'on discutait avec Alain la conversation que nous avions eue il y a quelques jours, où elle disait, ben, voilà, oui, je suis auprès de mon épouse, mais est-ce que je me considère comme aidant? Et là, je répondais non, parce que je suis déjà et avant tout le conjoint. Et dans le devoir d'assistance du conjoint, ce que je fais au quotidien, ça fait partie du rôle du conjoint. Voilà, donc un aidant, mais aussi un proche, et c'est aussi le mot qui était utilisé à une certaine époque. Donc je suis le conjoint, le proche, l'aidant. Euh, voilà, c'est encore une fois, excusez-moi, très terre à terre parce que c'est un rôle au quotidien, mais c'est un rôle pour lequel je n'ai jamais sollicité, souhaité une reconnaissance quelconque. Voilà, c'est mon devoir. Enfin, quand tu dis que c'est terre à terre, je pense que c'est quand même une très bonne définition. Je pense que Gwenaël ne va pas me contrarier. Loin de là. C'est-à-dire que ce sont des situations, des expériences de vie qui traversent tous les âges de la vie, qui traversent tous les territoires, toutes les strates sociales, les classes sociales, même toutes les hiérarchies à l'intérieur d'une structure. Et ce sont finalement des situations, des expériences de vie auxquelles tout à chacun peut être confronté à un moment, voire d'ailleurs parfois à plusieurs reprises. Et donc, comme monsieur l'a expliqué, alors excusez-moi, j'ai une petite bestiole devant les yeux, ce peut être effectivement le conjoint d'une personne souffrant d'un cancer, ça peut être des parents d'un enfant malade, d'une maladie génétique ou en situation de handicap. Ce peut également être un monsieur d'une cinquantaine d'années qui accompagne ses parents âgés qui sont à 500 km de lui, puisque dans la définition, n'est pas retenu, par exemple, comme critère le fait de cohabiter, d'habiter avec la personne. Un certain nombre de personnes ont un rôle d'aidant en habitant à distance et pour autant sont pleinement, justement par rapport aux repères que j'évoquais tout à l'heure, sont pleinement par rapport à ces repères dedans. Donc, effectivement, ce que monsieur nous témoigne aujourd'hui est pleinement représentatif de la diversité, de la pluralité des situations auxquelles tout à chacun, à un moment, peut être amené à vivre. Et est-ce que c'est vraiment naturel d'être un aidant? Le qualificatif de naturel, il est lourd. Il est lourd de sens, il est lourd d'assignation. Euh, Naturel, c'est comme si finalement ça justifiait qu'un certain nombre de personnes, de catégories de personnes endossent ce rôle-là plutôt que d'autres. Il y a de ça hein, derrière. Et derrière ce qualificatif, on retrouve finalement tout le poids des représentations, et y compris des catégories sociales. Je vais vous donner un exemple, deux exemples concrets. Il y a un certain nombre à la fois d'études, mais aussi de retours terrain qui ont amené à constater qu'il y avait ce qu'on appelle des flux de désignation. C'est-à-dire que dans certaines situations, il y a des formes d'assignation implicites, explicites, qui se dirigent notamment vers les femmes. Et il y a un impact là extrêmement fort où dans l'imaginaire collectif, dans un certain nombre de choses qui se sont sédimentées, y compris sur le plan culturel, tout au long des années, des siècles, et bien qu'il serait plus, et je le mets bien entre guillemets, naturel qu'une femme ait un rôle d'aidant, par exemple, versus un homme. Et derrière, il y a tout un ensemble de déterminants socio-économiques qui jouent dans ces représentations. Donc le qualificatif naturel, je milite contre, très clairement, parce qu'il est vecteur d'assignation. Et puis, au-delà de ça, c'est un certain nombre de petites phrases qu'on peut entendre au quotidien. C'est des petites phrases qui vont dire, écoutez, c'est votre enfant, il a besoin de vous, pourquoi vous voulez travailler, hein? Bah oui, après tout, ce qu'un tel ou une telle a fait pour vous, bah, c'est à votre tour. C'est pour son bien. Il faudrait que, vous savez, toutes ces petites phrases-là, qui laissent sous-entendre qu'il serait naturel,
normales et qui derrière, finalement, pas que derrière d'ailleurs, sont tout simplement autant d'assignations à aider. Voilà. Et si je vous dis que c'est pas donné à tout le monde d'être un aidant? Kant avait, je me permets de ce détour par Kant, une formule qui disait que c'est parce que l'on peut que l'on veut, qui était une autre manière de dire qu'à l'impossible, nul n'est tenu. Alors que couramment, dans le langage, on l'utilise dans l'autre sens, c'est parce que l'on veut que l'on peut. Et qu'effectivement, un des enjeux, en tout cas pour nous à l'association, c'est de pouvoir accompagner chacun dans une forme d'autodétermination de ce qu'il peut et de ce qu'il veut dans la relation à autrui. Et vous avez raison, enfin, il est tout sauf évident, y compris parce que nous sommes tous sujets et sous influence d'un certain nombre, encore une fois, de déterminants socio-économiques, par exemple, de pouvoir recourir à un dispositif d'accompagnement. Nous sommes inégalitaires en la matière. Par exemple, je pense à un professeur qui s'appelle Alain Paraponaris, qui avait documenté le fait que si vous êtes sans diplôme ou si vous êtes plutôt sur telle ou telle tranche de revenus, eh bien, la possibilité, votre potentialité à recourir à des dispositifs d'aide, qu'elles soient formelles ou informelles, est sans commune mesure avec d'autres situations. Donc, effectivement, l'expérience, les témoignages et les différents dispositifs que nous mettons en œuvre en région nous montrent tous les jours qu'en la matière, cet accompagnement à l'autodétermination fait partie des enjeux. Gilles, j'ose pas vous demander si c'est naturel pour vous d'être aidant. Je crois qu'on connaît la réponse. Oui, bah oui, bien sûr. Oui, ça me paraît tellement naturel, mais c'est vrai que dans les discussions récentes qu'on a pu avoir les uns et les autres, j'ai entendu, mais je l'avais déjà entendu, et que certains conjoints quittent le conjoint malade parce que ce conjoint malade n'est pas le conjoint qu'ils ont choisi, et ce n'est plus la personne avec laquelle elle a décidé de vivre, et donc ça met vraiment le doigt sur la grande difficulté qu'il y a à, comment dire, à faire des choix, parce que ça ne peut pas être facile hein, de faire ce choix de quitter un conjoint malade, mais pourtant, voilà, ça arrive. Bon oui, pour moi, c'est clair, hein, c'est naturel, en tout cas en ce qui me concerne et dans la situation dans laquelle je me trouve, parce que lorsque la maladie s'est déclarée chez mon épouse, j'avais la chance d'être en retraite depuis 2 mois. Et je pense que le rôle que j'ai joué, surtout dans cette première partie de temps, dans les premiers mois, je n'aurais sans doute pas pu le jouer, ce rôle-là, si j'avais encore été en activité, parce que j'ai un métier très prenant, et je suis absolument persuadé que j'aurais mis en place d'autres solutions. Voilà, donc la vie en a décidé ainsi. Je crois que je connais un petit peu la réponse, mais il y a certaines personnes qui ne se considèrent pas comme aidants, qui ne veulent pas entendre ce mot. Sans Bien, parler alors, de l'obligation, de l'aspect naturel, obligatoire, enfin, etc., etc. Ils ne veulent pas entendre ce mot aidant. oui, oui, tout à fait. Il y a effectivement nombre de personnes qui n'ont aucune envie, d'une part, et je parle bien d'envie, d'être catégorisées sous le terme aidant par ce qui peut impliquer par la suite. Et effectivement, il y a aussi nombre de personnes qui ne s'identifient pas à ce terme-là, ne s'y reconnaissent pas parce que un certain nombre d'éléments de prise de conscience sur la situation ne les ont pas encore amenés, en tout cas à pouvoir questionner la pertinence ou pas de l'utilisation de ce terme. Donc là aussi, il y a une diversité des situations en la matière. Et au-delà du terme, parce que vous aurez noté, moi j'utilise plus souvent le terme proche aidant, parce que effectivement, enfin, substituer de facto un rôle à une place, alors qu'il me semble que c'est beaucoup plus fin, c'est beaucoup plus subtil que ça, justement, comme Gilles nous le rappelle, la place, elle est là, elle est présente, même si elle est reconfigurée, même si elle est altérée, au sens, elle est devenue autre d'avec le proche et les proches qui les entourent, il y a toujours place et puis rôle, donc proche aidant.
Mais effectivement, je vais dans votre sens. Tous les proches aidants ne se reconnaissent pas derrière l'utilisation de ce terme. Et puis aussi pour peut-être une autre raison, en tout cas qui avait été remontée lors d'enquêtes, c'est que souvent ce terme, quand il est utilisé dans les discours ambiants, dans les discours dominants, que ce soit médiatiques et parfois d'ailleurs politiques, est utilisé dans une approche que je qualifierais de déficitaire. C'est-à-dire que le portrait qui en est dressé est un portrait extrêmement sombre et puis nombre de proches ne s'y reconnaissent pas. C'est-à-dire que les situations d'accompagnement peuvent avoir des retentissements, mais ces retentissements peuvent être délétères, négatifs et ils peuvent être aussi également positifs. D'ailleurs, aider étymologiquement contient le terme joie. Mmh. Et donc ça, c'est aussi une dimension à ne pas évacuer. C'est beaucoup plus, me semble-t-il, complexe, fin dans ce qui s'y joue et s'y noue au quotidien qu'une vision qui serait complètement, qui serait une forme d'étiquette en fait. Mais pourtant, ces gens qui refusent ce rôle d'aidant ou ce titre d'aidant plutôt, ben, ce sont des gens qui sont capables d'aller jusqu'à l'épuisement. Tout à fait. Il y a effectivement des situations qui mènent jusqu'à l'épuisement, jusqu'à parfois le terme est employé de burn-out, Mmh. trop loin. Et que là, la prévention, l'accompagnement justement en amont est clé. Et à force d'épuisement, malgré eux, quelque part, ils peuvent devenir maltraitants. Et là aussi, je ne parlerai pas de la maltraitance, mais je parlerai plutôt des situations de maltraitance et de ce qui conduit dans certaines situations à être maltraitant. Et puis de manière réciproque, si vous me permettez Oui, oui, oui. cet ajout, c'est-à-dire que oui, dans certaines situations et dans des situations, des proches peuvent être maltraitants. Et puis, il y a aussi des personnes accompagnées qui peuvent être maltraitants, d'ailleurs parfois de manière tout à fait systémique. Et là, la prévention des situations me semble clé. En revanche, il ne me semble pas qu'une approche préventive au long terme, c'est-à-dire qu'il ne soit pas quelque chose d'aigu, soit envisageable et possible si on a une vision de la maltraitance, tout comme on aurait une vision de l'aidant. Voilà. Quelque chose d'extrêmement unique, mais qui du coup empêche de penser les complexités et empêche aussi d'orienter les propositions d'accompagnement vers celles et ceux qui le souhaitent, vers celles et ceux qui en ont besoin, parce que tout le monde ne le souhaite pas, tout le monde n'en a pas besoin, et de manière plus ajustée. Je connais la réponse, Gilles, mais je crois savoir que vous n'avez pas eu recours à des aidants, à des aides, pardon. Non, je n'y ai pas eu recours. Je n'en ai pas, franchement, éprouvé le besoin. Enfin, j'ai malgré tout recruté une personne avec une mission double, à la fois pour réaliser des tâches domestiques, ménagères, et en même temps pour jouer le rôle de dame de compagnie, parce que c'est sûr que les 3 premiers mois, alors que j'avais beaucoup d'activités, rester à la maison, cloîtré, ne pas bouger, ça a été très difficile pour moi. Donc j'ai recruté une personne qui à la fois réalisait les tâches domestiques et en même temps accompagnait mon épouse. Ça m'a permis, dans un premier temps, de me libérer les matins. Et donc, je l'ai recruté à mi-temps, donc il était présent le matin, je pouvais quitter la maison et je mangeais pour être là l'après-midi. Alors, les choses ont évolué et la- je dirais la situation a évolué plutôt favorablement parce que même si aujourd'hui j'ai gardé cette personne qui est à la maison tous les matins, lorsque je dois partir, que cette personne n'est pas là, ça ne pose pas de problème. Je peux maintenant m'absenter et laisser mon épouse seule. Voilà. Alors non, je n'ai pas sollicité d'aide. Je suis cette personne que j'ai recrutée avec le dispositif CESU, ce qui fait que fiscalement, j'ai un avoir fiscal qui permet de prendre en charge, je dirais, une partie de la dépense. Et bon, j'ai la chance de pouvoir financièrement assumer ça de cette manière-là. Et donc, je n'ai pas cherché à bénéficier d'autres aides. Ce qui veut dire que vous ne les connaissiez pas, vous ne saviez pas qu'il y avait des aides à possibilité.
Très honnêtement, je ne m'y suis jamais intéressé. D'accord. Je pense que si Euh, j'avais été dans l'obligation de recourir à des aides, j'aurais sans doute fait ce qu'il fallait, je me serais renseigné, voilà. oui, Si vous me permettez, peut-être pour rebondir sur les propos de Gilles, il me semble que le point là, qui est soulevé est particulièrement important dans notre contexte, c'est-à-dire que tous les proches aidants n'ont pas besoin d'aide. Parce que parfois, on entend des intitulés d'actions qui vont être du type être aidé pour mieux l'aider, être aidé pour l'aider plus longtemps. Vous voyez, des intitulés qui sont autant finalement d'injonctions tout à où fait. le fait de s'autoriser à, à se préserver, à préserver peut-être des moments à soi, des espaces de socialisation, etc., sont du coup dans une optique au service d'eux, mais finalement plus de ses besoins propres et spécifiques. Et donc, du coup, ces deux aspects me semblent importants, d'autant plus qu'il y a un préalable et qu'effectivement, on n'a pas évoqué, mais qui là aussi me semble important, c'est que lorsqu'on parle des dispositifs d'accompagnement auprès des proches aidants, il y a quand même une forme de basique, mais je pense qu'il faut justement se le rappeler, c'est que la première chose, c'est que les personnes accompagnées, qu'elles soient malades, en situation de handicap ou de dépendance liée, enfin une perte d'autonomie liée à un grand âge, la première chose, c'est que ces personnes puissent avoir accès aux soins requis, à la fois par leur situation, mais en qualité et en quantité, et ça partout sur le territoire. Ça, c'est un préalable extrêmement important. Et effectivement, à partir de là, on peut du coup regarder d'une autre manière les différents dispositifs d'accompagnement. Oui, parce que ces aides et ces accompagnements, ça permettrait de les préserver eux-mêmes, les aidants, de soigner leur santé, leur vie sociale, voire professionnelle, etc. Je vais donner deux exemples très concrets. Là, par exemple, durant le premier confinement, donc c'était l'an dernier, donc au printemps 2020, il y a à la fois des structures d'aide à domicile qui ont dû suspendre ou ont réduit leur fréquence de visite, puis il y a en même temps des proches et des personnes au domicile qui ont souhaité suspendre d'elles-mêmes par crainte de faire rentrer le virus au domicile. Euh, du coup, souvent, les proches ont pris le relais sur un certain nombre de gestes qui touchent par exemple à la toilette, à l'administration de médicaments, et en fait, un certain nombre de ces gestes sont lorsqu'ils sont répétés et réguliers, ça a été documenté, hein, conduisent en fait pour le coup, ont des impacts très très délétères, des retentissements tant sur la santé, sur sa vie sociale, conjugale, etc. C'est pour ça que ce préalable-là, il est important parce que l'expérience, la pratique tous les jours, nous montre que ça n'est pas toujours le cas. Ça n'est pas toujours le cas. Et donc, de fait, n'oublions pas que dans nombre de situations, proche aidant, c'est aussi militer pour que la personne accompagnée puisse avoir accès à un certain nombre de droits, y compris dans l'accès aux soins, y compris dans la possibilité de porter une parole. Voilà. Et ça, je pense que c'est un point, en tout cas, qui me semble d'importance. Et à travers votre association, est-ce que vous pouvez définir les attentes et les besoins des aidants? C'est vaste, c'est vaste. Donc, je vais essayer d'être synthétique. Si je suis trop longue, vous me faites signe, je stopperai. Donc, le premier aspect, c'est la pluralité. Je les définirais comme ça. C'est-à-dire que, je l'ai évoqué, tout le monde n'a ni le besoin ni l'envie d'être aidé et que les injonctions à aider sont, dans certains nombres de cas, autant repoussoires qu'autre chose, hein. Soyons clairs là-dessus. Deuxième aspect, c'est la pluralité. C'est-à-dire que finalement, le besoin, il est d'une intensité différente. Il peut être d'une intensité différente en qualité et en quantité selon les moments de la vie. Et donc, fonction du moment dans lequel vous vous situez, les besoins ne seront pas les mêmes. Et par exemple, votre besoin d'information à un moment, selon que vous êtes dans une étape d'annonce du diagnostic ou dans la mise en place d'une sédation profonde ou continue, c'est pas les mêmes besoins en fait. Et c'est du coup derrière, les attentes ne sont pas non plus les mêmes. Alors cela étant, il y a des universitaires qui ont documenté ça très bien, bien mieux que je ne saurais le faire, et qui ont montré que il y a comme des formes d'invariants, et qu'il y a notamment 4
4 attentes en termes d'invariants. Ils sont faciles à retenir parce que ça commence tous par un R en termes de reconnaissance, de ressources, de répit et de réseau. Et que ce sont des invariants qui parcourent l'ensemble du coup des situations, mais encore une fois, avec des intensités, des variabilités, des évolutivités qui sont à prendre en compte. Ce qui fait qu'en termes de dispositifs d'accompagnement, la notion de situation est une notion particulièrement importante, tout comme la notion de transition. Selon les transitions à la fois d'espace en espace, du domicile à, Gilles nous l'évoquait, au lieu de travail, de transition d'âge selon que vous êtes mineur à un âge adulte, enfin bref, de transition d'actif à retraité, et que ces moments de transition sont autant de moments aussi qui, d'une certaine façon, amènent à reconfigurer les attentes et les besoins. Et avec tout ça, est-ce qu'il y a encore beaucoup de choses à mettre en place? Est-ce qu'il manque quelque chose? Ou est-ce qu'il faut compléter les choses qu'il y a? Ou déjà au départ faire savoir ce qui existe? Je vais commencer par la fin de votre question. Très clairement, il existe une myriade de dispositifs. On entend souvent qu'il n'existe rien, alors qu'en fait, il existe des choses. Par contre, la lisibilité, la visibilité de ces dispositifs, elle est à améliorer. Et ça, c'est un enjeu de structuration du paysage des différents dispositifs. Hein. C'est un enjeu organisationnel. Et améliorer la visibilité et lisibilité de ces dispositifs pour permettre derrière, effectivement, un recours beaucoup plus effectif. Et puis, derrière, permettre aussi que dans des zones qui sont dépourvues ou moins pourvues que d'autres, il puisse y avoir une montée en puissance. Donc, ça, cet accès, d'une part, à l'information, et donc comment on accompagne à l'information et derrière au recours au dispositif, au recours au droit, est un premier élément que je vous partage par rapport à votre question. Le deuxième, c'est la simplification des démarches. Mais arrêtons les silos, quoi. Arrêtons de segmenter. Je veux dire, arrêtons d'empiler les droits les uns sur les autres. Parce qu'il y a ce qui relève des droits spécifiques, il y a ce qui relève du droit commun. Et à la force d'empiler les droits spécifiques, le droit commun se trouve non accessible, en fait, non effectif. Donc, il y a un certain nombre de droits fondamentaux qui ne sont pas effectifs dans la vie de tous les jours. Et si on continue à penser en silos, en catégories, d'un côté personnes âgées, de l'autre personnes en situation de handicap, quelque part les personnes malades, et puis après on resegmente par âge, eh bien je vous assure que ça vous rend chèvre, vous ne savez plus dans quelle case vous êtes, et de savoir qu'il va falloir rentrer dans une case alors que vous êtes dans des notions de parcours de vie, des parcours relationnels, ça ne marche pas. Donc, déjà, rien que ces deux aspects, et j'en rajoute un troisième, c'est le regard de la société. Tout à l'heure, j'évoquais un regard très déficitaire sur les situations des proches aidants. Eh bien, ce regard sociétal, il est parfois extrêmement lourd. Et il y a même juste le regard en termes au sens physique. Il n'y a parfois pas besoin de mots pour sentir, ressentir les injonctions, les assignations qu'on aimerait vous attribuer. Donc, ces trois points-là, modestement parmi d'autres, sont déjà 3 objets de travail d'envergure. Et vous parliez de regard de la société, des regards qui sont lourds de sous-entendus aussi. Oui, j'évoquais tout à l'heure les petites phrases du quotidien, et ce regard, il est possible en fait qu'il soit autre. Cette approche déficitaire, elle n'est pas censée être la seule approche possible. Il est possible aussi d'avoir une approche capacitaire, et en tout cas, c'est ce pourquoi nous militons, c'est-à-dire de ne pas réduire la place et le rôle des proches aidants au lien avec la personne accompagnée, de ne pas non plus confisquer la parole ni des proches aidants ni des personnes accompagnées. Hein, ça, c'est extrêmement important. Hein. Et c'est également d'envisager de toujours envisager, en tout cas de veiller au lien des proches aidants à et dans la société. Citoyens avant tout. Et de ce fait, la participation des proches aidants est une question. Et c'est une question en devenir, me semble-t-il. Gilles, on parlait de regards. Est-ce que vous avez constaté autour de vous des regards sous-entendus ou des regards lourds, enfin, etc. Est-ce que le regard des autres a changé? Non, mais non, enfin, mon entourage proche partage évidemment, je dirais, ces moments difficiles,
mais mon entourage proche partage aussi des moments de joie, de retrouvailles, de temps en temps des petites fêtes, etc. Et non, je n'ai pas eu comment dire, à souffrir de regards qui me déplairaient, trop compassionnels, non, non, Bon. pas vraiment. Oui, parce qu'on parlait de l'évolution du regard de la société sur les aidants. Est-ce qu'il y a eu une grosse modification? Est-ce qu'on est passé de regards lourds de conséquences à un peu de compassion ou l'inverse, ça n'a pas bougé? C'est un travail collectif, hein, cette affaire de regard. C'est aussi les regards d'ailleurs qu'on ne porte pas ou les regards qu'on détourne. Un exemple, hein, dans les situations des proches aidants, pendant des années, n'étaient absolument pas évoqués, par exemple, les jeunes aidants. Et par jeunes aidants, j'entends les enfants, les adolescents qui sont eux-mêmes en situation d'aidant. Donc le regard, je m'excuse, j'ai toujours cette fameuse bestiole, le regard évolue. À nous collectivement d'être attentifs à ce que ce regard, d'une part, ne consiste pas en une approche unique qui serait une approche déficitaire, et d'autre part, ne tente pas à créer ou à être vecteur de nouvelles assignations. Parmi les points de vigilance, me semble-t-il, qu'il faut avoir, c'est justement ce qu'on évoquait au tout début de notre échange. Les proches aidants ne sont pas des professionnels de santé et n'ont Oui. pas vocation à le venir. Or, on voit bien, et notamment pour des raisons économiques, sociodémographiques, à différents niveaux, qu'il pourrait y avoir des tentations à ce que les proches aidants endossent un certain nombre de responsabilités qui sont dévolues aux professionnels de santé. Et ce faisant, qu'il y ait une forme de professionnalisation tout à fait dangereuse. Par ailleurs, méfions-nous aussi collectivement des qualificatifs qui viendraient renforcer des assignations. Pour être concrète, il y a ce qu'on appelle la loi ASV, donc adaptation de la société au vieillissement, qui, donc il y a maintenant 5-6 ans, du coup, indiquait un certain nombre d'éléments pour permettre aux proches aidants d'accéder à une forme de financement de dispositifs de répit. Bon, sauf que la qualification, c'était aidant indispensable. Eh bien, Oui. les témoignages que nous avons dans la pratique nous ont montré que lorsque vous vous êtes auto-déclaré indispensable, ou vous avez rempli des éléments qui, du coup, vous définissent comme indispensable, la possibilité qu'un jour vous puissiez vous exempter, que vous puissiez, du coup, vous dispenser, elle est extrêmement faible. Et donc, c'est derrière vecteur, en tout cas potentiellement, de d'autres assignations. Donc, effectivement, soyons mais collectivement vigilants de ces différents aspects, parce que, encore une fois, derrière toutes les désignations que nous avons employées depuis le début, c'est la question du prochain. Et c'est une question sociétale au sens large. C'est pour ça que le sujet que nous abordons, les situations des proches aidants, derrière, en effet miroir, soulève la question du lien, mais vraiment dans ces différentes facettes, et notamment du lien sociétal. Et les gens de la société, est-ce qu'ils savent combien il y a d'aidants en France, par exemple? Alors, il y a des travaux hein, qui ont été menés, et donc entre les deux chiffres qui sont pris en référence à l'heure actuelle, c'est entre 8 et 11 millions de proches aidants en France, le 8 plus de 16 ans, le 11 plus de 15 ans. Donc, vous voyez, par rapport aux jeunes aidants, je me permets cette précision parce que ces éléments chiffrés ne prennent pas en compte l'ensemble des proches aidants. Ça, c'est le premier point. Donc, très certainement, ils sont sous-estimés. En même temps, l'importance du chiffre 8 ou 11, c'est qu'il rappelle que, encore une fois, tout à chacun dans la société peut être concerné à un moment de sa vie. Donc oui, il y a des données chiffrées hein, qui permettent d'avoir une meilleure, je veux dire, en 20 ans, on a quand même progressé, et qui permettent d'avoir une meilleure compréhension, connaissance des situations. On parlait de chiffres tout à l'heure. Est-ce qu'on peut parler des économies que l'État, enfin pas des économies, mais disons les dépenses que l'État ne fait pas grâce aux aidants?
Je vais me permettre de citer notamment les travaux. Donc, tout à l'heure, je mentionnais Monsieur Alain Paraponaris, qui a travaillé sur ces sujets maintenant il y a plus d'une dizaine d'années. Et ça, je pense que c'est important à préciser parce que donc ce sujet du montant de combien représenterait l'aide informelle apportée par les proches sont des données qui existent depuis plus de 10 ans au moins. Lui, dans ses travaux, il avait procédé donc à des calculs sur la base de la base DRESS, et notamment, il avait pu constater que l'aide apportée par l'entourage représenterait entre 60 et 70% de l'ensemble des coûts liés à la prise en charge de la dépendance, et notamment donc personnes de plus de 60 ans. Juste pour personnes de plus de 60 ans. Et donc, si je vous cite le chiffre, finalement, c'était 7,4 milliards, un des chiffres qu'il donnait, mais ça donne assez peu d'indicateurs sur ce qu'il signifie. C'est qu'en gros, c'était 2 fois plus que le montant de l'aide dite formelle. Ça représentait 2 fois plus. Pour donner un ordre d'idée. On a parlé aussi des jeunes aidants aussi, parce que les jeunes aidants aussi sont automatiquement en difficulté. Il y en a quelques-uns qui ne peuvent pas poursuivre leurs études normalement, si je puis dire. Alors, pas automatiquement, vous me permettrez du coup de préciser ce point-là, parce que justement, il n'y a pas d'automaticité en la matière. Il y a des ambivalences de situation, et puis nombre de jeunes aidants, du coup je réponds par le dernier aspect, indique des effets comme des retentissements positifs. Donc attention à ne pas porter un regard très adulto-centré, qui serait du coup plus ou moins empreint de préjugés de ce que nous considérions comme potentiellement être un aidant convenable versus un aidant qui ne conviendrait pas ou qui ne serait pas sujet à être convenable. Donc concernant les jeunes aidants, il y a effectivement des travaux, ça c'est un peu plus récent. La première enquête à laquelle j'avais eu l'occasion de participer, donc la première enquête en France date de 2017. Il y a eu ensuite d'autres travaux de plus grande envergure universitaire qui ont été mis en œuvre. Et cette première enquête montrait notamment qu'effectivement, il y avait des enfants, des adolescents, puis aussi des jeunes aidants adultes entre 18 cette fois-ci et 25 ans qui endossaient des responsabilités, en tout cas un rôle d'aidant. La plupart du temps, pour accompagner un parent et fratrie, grands-parents étaient, selon les situations, à peu près du même ordre. Pour 20% d'entre eux de mémoire, il y avait des gestes liés ou touchant à l'intimité. Ça, je pense que c'est un point important parce que tout ce qui est effectivement la toilette, l'habillage, etc., et que c'était notamment pour les situations touchant à l'intimité qu'on identifiait des situations pour lesquelles s'exprimaient des effets et des retentissements les plus négatifs, avec des impacts notamment sur la santé et également sur la scolarité qui peuvent se traduire en termes d'absentéisme, de retard et également de choix plus ou moins contraints de carrière ou en tout cas d'études. C'est-à-dire qu'un certain nombre de jeunes aidants, nous avions observé, choisissent des carrières, en tout cas des études qui vont être dans un domaine extrêmement similaire. Et donc là, derrière, forcément, ça soulève la question des assignations. Mais là aussi, pas d'automaticité, pardon. Un certain nombre de proches aidants jeunes avaient indiqué des retentissements positifs sur d'autres aspects. Oui, ne les oublions pas. C'est effectivement extrêmement important d'avoir une vision transversale des proches qui sont en situation d'aidant. Et Gilles, est-ce que la Covid a eu une conséquence pour vous? Fort heureusement, non. Nous avons pris évidemment toutes les précautions pour éviter d'être entre guillemets contaminé parce que la maladie dont souffre mon épouse provoque une baisse considérable de l'immunité. Donc le cancérologue nous avait bien prévenu et demandé d'être extrêmement attentif et nous avons eu la chance de pouvoir être vaccinés assez tôt, début janvier. Et puis, bien sûr, nous continuons à être extrêmement attentifs. Alors, on peut voir la question d'une autre manière. Je pense que le confinement a eu quand même une conséquence en ce sens que les relations, alors aussi bien avec les amis et avec les membres de la famille, y compris d'ailleurs les enfants,
ont été profondément modifiées, mais c'est pas du tout spécifique à la situation qui est la nôtre, hein. Je pense que l'ensemble des Français sont dans cette situation-là. Donc, de ce point de vue-là, bon, il y a une certaine pénibilité, mais en même temps, nous avons fait des choses que nous n'avions pas l'habitude de faire, et en particulier de la marche quotidienne, ce qu'on n'avait pas pris l'habitude de faire auparavant. Donc voilà, on s'est découvert des capacités de marcheur, enfin pas au sens politique du terme, au sens physique. Voilà, donc il n'y a pas eu de conséquences négatives en tout cas. Et Gwenaël, qu'est-ce que vos adhérents vous ont dit pendant la crise du Covid? Là aussi, diversité des situations, hein, comme Gilles l'a évoqué, c'est-à-dire dans certains cas des resserrements, des liens, de nouveaux liens, parfois raffermis, parfois de nouveaux, de nouvelles solidarités en marche, sans mauvais jeu de mots. Et puis également des retentissements multiples. On citait les jeunes aidants tout à l'heure, quand Monsieur le ministre, Monsieur Blanquer a évoqué les 8% de décrocheurs scolaires. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Alors moi, je n'ai pas oublié ce chiffre-là parce qu'il m'a fait bondir. Oui. Mais s'est-on interrogé pour savoir si parmi ces 8% de décrocheurs scolaires, il y avait des jeunes en situation d'aidant. Et donc, finalement, le confinement, il a eu comme un effet de loupe sur des inégalités, des dysfonctionnements qui étaient préexistants. C'est-à-dire que si vous habitez un logement qui est petit, que l'établissement dans lequel résidait votre proche est fermé, que vous l'accueillez chez vous, qu'en même temps vous êtes en télétravail, que vous avez peut-être d'autres enfants pour lesquels vous devez assurer le suivi en distanciel, et bien évidemment vous avez un cumul des facteurs de fragilisation en fait. Et le confinement, notamment le premier, a mis en exergue ça. Et puis ensuite, ce qu'on a vu, c'est que la possibilité de retrouver du commun, ça je pense que c'est extrêmement important, des activités en commun, elle a été très différente selon les uns et les autres. Parce que tous les proches aidants n'ont pas déconfiné. Mais vraiment, tous n'ont pas déconfiné. Ouais, parce que les risques de faire rentrer la contamination pour soi-même et donc le proche accompagné étaient beaucoup trop forts. Et donc, quand en septembre dernier, quand les arrêts dérogatoires ont pris fin par décret fin août, hein, je pense notamment aux proches qui cohabitaient avec une personne dite à risque de contracter un Covid-19, eh bien, au 1er septembre, quand il a fallu retourner parce que le télétravail n'était pas possible permis, pour un certain nombre de proches aidants, il y a eu des conflits de loyauté qui se sont joués en fait. Et ça, c'est d'autant plus prégnant qu'on sait que ces conflits de loyauté-là sont notamment des facteurs de risques psychosociaux ensuite au travail. Tout à fait. Donc voilà, tout le monde n'a pas déconfiné, d'abord ni à la même vitesse, ni de la même manière, et tout le monde réellement n'a pas encore déconfiné. Et que donc les retentissements des différents confinements, ils vont être de différentes manières au fil du temps. Enfin, ne croyons pas que parce que là, on nous parle de déconfinement en plusieurs étapes, qu'il fait beau selon la région dans laquelle vous vous situez, que c'est fini. Loin de là. En octobre 2019, le Premier ministre a lancé la stratégie de mobilisation et de soutien aux aidants, avec 6 priorités. Est-ce que vous savez me dire où en est la mise en place de ces... D'abord, la stratégie qui avait été dévoilée donc à la rentrée 2019, elle était quand même, elle constituait un pas important parce que c'était une stratégie, bon, ça l'est toujours, qui est transversale et qui visait justement à décloisonner ce qui relevait des politiques du handicap et des politiques personnes âgées et qui en plus inclut un volet dédié aux jeunes aidants. Et ça, c'était une première. Donc, si on regarde le verre à moitié plein, ça a constitué un pas important, avec en plus des annonces, notamment, je pense à l'allocation journalière de proche aidant, qui vient indemniser en partie le congé de proche aidant. Ce sont de nouveaux acquis. Donc effectivement, de ce point de vue-là, des avancées. Cette stratégie, elle a 6 priorités. Elle est organisée de cette façon-là. Il y a tout ce qui relève des nouveaux droits sociaux, de la facilitation des démarches administratives, tout ce qui relève de la conciliation vie personnelle, vie professionnelle. Il y a tout ce qui vise à accroître et diversifier les solutions de répit. Il y a agir pour la santé des aidants. J'ai évoqué épauler
les jeunes aidants qui est le dernier volet, et j'ai oublié un volet, oui, qui est rompre l'isolement, des proches aidants, les soutenir au quotidien. Et donc parmi ce qui a été mis en œuvre, il y a notamment eu le numéro l'an dernier, le numéro des communautés 360. J'ai évoqué l'allocation journalière de proches aidants. Il y a eu aussi des choses comme par exemple la suppression de la condition d'ancienneté pour pouvoir recourir au congé de proche aidant. Donc voilà, vous avez un certain nombre de choses qui ont constitué des pas. Est-ce que pour autant c'est suffisant et c'est fini? Non. Le plan est en cours et il y a un certain nombre de sujets pour lesquels nous et d'autres associations sommes particulièrement vigilants pour que ça soit simplifié et que ça puisse être optimisé à la fois dans la mise à disposition et les recours. Et si vous voulez plus de détails, on peut rentrer dans le détail, bien évidemment, des différents items. D'accord. Bah, écoute, Hélène, si tu veux bien, on va peut-être laisser la parole aux aidants qui nous regardent, enfin aux personnes qui sont avec nous. Oui, alors déjà, merci à vous trois pour ces échanges. C'était vraiment très, très intéressant. Vous avez abordé déjà beaucoup de choses. Il y a déjà eu des réactions sur le chat. Alors, je vais vous en relayer une première. Et puis, ensuite, pour ceux qui seraient intéressés pour poser d'autres questions, eh bien, n'hésitez pas, oui, à allumer le micro, allumer votre caméra ou tout simplement écrire sur le chat pour qu'on en discute. Il y a eu un message assez bouleversant, je dois dire, d'une personne donc, qui est là autour de l'écran, Claire-Marie, qui témoigne en fait sur la difficulté à être un aidant quand on est proche d'une personne qui a une maladie d'ordre psychiatrique. Est-ce que, alors, il y a plein de questions qui se posent, mais déjà, est-ce qu'on peut comparer là, c'est moi qui pose les questions, hein, mais est-ce qu'on peut comparer les aidants pour des personnes qui ont des maladies non psychiatriques, les aidants pour les personnes qui ont des maladies psychiatriques? Est-ce qu'il y a des particularités pour les aidants? C'est vrai que dans ce témoignage, on ressent quand même une grande difficulté. Hein. Claire-Marie parle d'emprise aussi, dans le fait d'être lié, de ne pas pouvoir couper à certaines reprises. D'abord, moi j'aimerais remercier Marie-Claire pour son témoignage. Je me suis permise du coup d'aller sur le chat et de le lire en parallèle. Donc vraiment grand merci pour ce que vous nous avez partagé. J'irai pas sur une comparaison justement des aidants entre eux selon maladie, etc. Ça aurait, me semble-t-il, peu de sens. En revanche, il y a effectivement en tout cas des éléments qui ont été mis en exergue par la pratique selon certaines typologies de situations. Ce qui relève notamment de la maladie mentale, du psychique, de manière générale en France, souffre souvent d'opprobre. Il y a un contexte culturel qui est celui que nous connaissons tous et dans lequel, effectivement, il y a une dimension autre qui s'y joue, qui va s'y nouer, notamment pour les proches. Et j'ai souvenir, pour avoir accompagné des dispositifs et notamment des groupes de parole de patients touchés par la schizophrénie, qu'il y a notamment cette question du doute, le doute de la parole. Et c'était quelque chose qui m'avait frappée, c'est-à-dire que la parole aussi bien des patients que des proches aidants qui pouvaient être remises en question, remises en doute, situation que je pouvais retrouver notamment dans des situations où les proches accompagnaient des personnes souffrant d'addiction, par exemple, mais qu'effectivement, je retrouvais moins dans d'autres situations. Donc, il y a certainement des spécificités. Là, je pense que les mieux concernés, les mieux pertinents et à propos sur le sujet sont effectivement les premiers concernés qui, là, ont et nous apprennent jour après jour, justement, ce qu'il en est de ces spécificités. Au sujet de l'emprise que vous évoquez, ça fait le lien avec justement la difficulté qu'il peut y avoir effectivement à, d'une part, s'autoriser
à déterminer, à la fois pour soi-même et dans la relation, de ce qu'on peut et de ce qu'on veut. C'est tout sauf un cheminement évident, et je parle bien de cheminement. Dans vos témoignages, vous parlez de parcours. C'est pour ça que, me semble-t-il, concernant les proches aidants, il faut avoir non pas une approche figée, mais quelque chose qui soit très évolutif et qui tienne compte justement de ces évolutions-là. Et puis, j'ai envie de vous dire, vous n'êtes pas seul, au sens où il existe des dispositifs, il existe des acteurs. Alors, je ne me semble pas avoir vu votre lieu, votre ancrage territorial, mais globalement, et ça on pourra regarder avec Hélène après, il y a des acteurs dans les différentes régions de France vers lesquels nous pouvons tout à fait vous orienter, si vous le souhaitez, là aussi dans le respect de vos souhaits bien évidemment, et pouvoir en tout cas vous mettre à disposition de l'information pour regarder quels seraient les dispositifs acceptables à la fois pour vous et dans la relation avec votre proche. Est-ce que, alors effectivement, Gwenaëlle, on pourra le faire après, et Claire-Marie, si vous êtes d'accord, on vous recontactera pour vous donner toutes ces informations. Est-ce que, enfin, voilà, si on fait une brève présentation, quels sont les types d'aides qui existent pour les aidants? Je ne sais pas, matériel, psychologique, enfin, globalement, qu'est-ce qui existe? Alors, par lesquels commencer? Donc, il en existe, c'est le premier point. Si on les segmente, parce qu'il y a plusieurs manières de voir les dispositifs aides. Vous avez les aides qui effectivement vont être rattachées aux droits de la personne accompagnée, et les aides qui vont être directement rattachées à vous. Donc, il y a un certain nombre de dispositifs qui concernent des aides, ce qu'on appelle administratives et financières. Il y a des aides aussi concernant ce qu'on appelle des congés. Alors, tout à l'heure, j'évoquais le congé de proche aidant qui, si vous êtes notamment en activité professionnelle, vous permet de suspendre votre activité de manière temporaire, 3 mois globalement sur 1 an et jusqu'à 1 an sur l'ensemble de votre carrière, et de recourir à une indemnisation à hauteur de 3 mois maximum sur l'ensemble de votre carrière. Il y a des dispositifs de ce type-là, c'est-à-dire aussi bien administratifs et financiers, aussi bien sur des aspects temporels. Il y a également des dispositifs hors corpus législatif qui peuvent être mis en œuvre. Par exemple, là, je donnais l'exemple d'un salarié, mais si vous êtes salarié, peut-être que votre entreprise, votre structure propose un certain nombre de dispositifs d'accompagnement. Donc, il y en a plusieurs. Vous allez me dire comment vous repérez là-dedans, parce que c'est ça derrière la question. Comment savoir justement vers quoi je peux me diriger. Il y a des services, notamment au niveau de l'État. J'évoquais la communauté 360 tout à l'heure. C'est autant de services qui peuvent être sollicités, que vous pouvez appeler pour pouvoir justement échanger et avoir une réponse d'une personne, donc pas d'une interface, uniquement d'une interface Internet avec toutes les qualités qu'elle peut avoir, mais donc avec une médiée humainement, pour vous permettre justement de vous accompagner dans cet accès à l'information. Donc pour moi, sur les aides, là on n'aura pas le temps de tous les évoquer, il y en a qui concernent le financier, l'administratif, la conciliation des temps, pour ne citer que. Et de deux, il existe aussi des acteurs pour vous accompagner dans cet accès à l'information. Il y a nous, mais il y en a d'autres qui existent par ailleurs et sur l'ensemble du territoire. Merci, merci Gwenaëlle. Alors, pour l'instant, il n'y a pas eu d'autres questions, mais il y a eu un autre témoignage de vous, Fatima. Donc, vous avez aussi partagé cela avec nous en évoquant le fait que c'était difficile aussi de grandir quand on était aidant. Alors, Gwenaëlle, vous avez parlé d'une enquête assez récente, 2017. Ça, c'est si j'ai bien compris, c'est sur les jeunes aidants d'aujourd'hui. Est-ce qu'on a déjà une étude un peu rétrospective sur les jeunes aidants d'hier et comment ils ont pu grandir en tant qu'adultes? Alors, l'enquête de 2017 contenait du coup un volet qu'on appelle en rétroactif, vous m'excuserez, le terme est peseux, donc du coup de jeunes jusqu'à l'âge de 30 ans qui évoquaient effectivement les retentissements que ça avait eu pour eux. Il y a notamment tout un programme de recherche très ambitieux et d'envergure qui est mené par JAID,
de Paris 5, justement sur ces différents sujets. C'est pas évident de grandir pour un certain nombre de raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Et là aussi, hein, alors c'est beaucoup plus émergent, très clairement, mais il existe des structures qu'il est possible d'appeler, qu'il est possible de contacter pour là aussi être accompagné dans l'accès à l'information. Alors, je dis que c'est beaucoup plus émergent parce qu'elles ne sont pas, parce que voilà, par rapport à l'évolution, à l'émergence ces dernières années, elles ne sont pas aussi nombreuses que les différentes structures s'adressant aussi bien aux patients, à leurs familles qu'aux aidants directement. Néanmoins, il y en a, et là aussi, eh bien, n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à contacter ces structures pour qu'elles puissent vous accompagner dans l'orientation et l'accès aux différents facteurs, dispositifs. Voilà, j'ai vu qu'il y avait une AFAM, bien évidemment, ça fait partie des structures qui œuvrent en la matière. Et je prendrai contact, n'hésitez absolument pas. Et en tout cas, si nous n'avons pas la réponse, nous vous le dirons de manière très simple parce que nous n'avons pas réponse à tout. Mais en tout cas, on essayera de vous orienter au mieux fonction de votre souhait. Alors, est-ce que quelqu'un autour de l'écran ou derrière son écran veut prendre le micro, éventuellement allumer sa caméra pour poser une question? Moi, j'en aurais bien une, Oui, Gwenaëlle. bah, Dans les aides aux aidants, vous n'avez pas parlé des cafés des aidants. Qu'est-ce qu'ils apportent? À quoi ça sert? Comment ça marche? J'ai eu le bonheur d'assister à l'installation du 100e qui s'est passé à Nancy. Oui, tout à fait. Voilà. Vous en êtes à Bah, combien maintenant? ou alors 215, 219. Ouf. Donc ça marche. Oui, parce que ça répond à un certain nombre d'attentes. Alors, du coup, merci pour cette question, Alain. Je vais expliquer un peu le différent dispositif. Donc, effectivement, l'Association française des aidants, on porte avec des acteurs qui sont implantés dans les territoires, hein, et donc c'est pas uniquement dans les grandes villes, c'est aussi dans les campagnes, c'est pas uniquement en métropole, c'est aussi en outre-mer, des dispositifs dont les cafés des aidants. Et les cafés des aidants, ce sont des temps d'échange, de rencontres entre proches aidants qui sont co-animés par un psychologue et un travailleur social, hein, rompus justement aux problématiques et aux questionnements qui sont rencontrés par chacun au quotidien et qui œuvrent déjà localement pour ensuite pouvoir justement orienter et mobiliser les dispositifs en proximité. Parce que c'est en proximité, c'est dans la proximité de chacun que ça se joue, pas à X kilomètres. Et ce sont des temps d'échange ouverts à tous, sans condition d'âge, de situation de maladie ou de handicap, dans la transversalité. Ça, c'est extrêmement important, sous un format collectif, parce que ce format-là apporte aussi un certain nombre de choses, et que pour nombre de proches aidants, ça vient répondre à des attentes, et en tout cas, ça vient lutter aussi contre la désocialisation. C'est une manière de lutter contre l'isolement et contre le délitement d'un certain nombre de cercles qui sont des cercles amicaux, parfois de voisinage, etc. Et donc, du coup, merci pour votre retour pour les cafés des aidants. Et puis, en ces périodes de confinement aux contours multiples, eh bien, les cafés des aidants, en tout cas un certain nombre, ont été adaptés en des formats distanciels, c'est-à-dire de la même manière que nous nous réunissons en ce moment par visio. Eh bien, un certain nombre se sont tenus par visio et ont aussi été adaptés sur les thématiques. Par exemple, dans le Grand Est, dès le premier confinement, le Café des aidants, effectivement, notamment je pense à Strasbourg, s'est tenu du coup en format visio de manière très régulière et avec des thématiques précises eu regard justement aux questionnements et aux problématiques rencontrées en cette période par les habitants du Grand Est. Et avec votre expérience, vous pouvez dire ce que les aidants viennent chercher principalement? On a procédé à des évaluations d'impact. Parce que c'est une chose de mettre en œuvre un dispositif, c'en est une autre, et c'est à ne surtout pas négliger que d'évaluer l'impact, pas le résultat. C'est un poil différent. Le résultat, il viserait à dire combien de proches aidants se rendent au café. Alors bien évidemment que nous regardons ça aussi, hein, la fréquentation, et de comment ça évolue, mais mesurer l'impact, c'est notamment mesurer les retentissements que ça a tant pour les proches aidants que les différentes parties prenantes. Et donc vraiment d'envisager ça de manière systémique, encore une fois dans l'écosystème, de ne pas en avoir une vision figée, figeante.
Et parmi les éléments qui viennent chercher, en tout cas dans ce que les uns et les autres nous ont remonté, c'est notamment la transversalité. C'est-à-dire que le fait d'être avec d'autres personnes en collectif où les situations sont différentes, eh bien finalement amène à aussi cheminer vis-à-vis de sa propre situation de manière différente. Donc ça a des apports. Il y a aussi des solidarités qui se nouent et qui perdurent en dehors de ces rencontres dans les cafés. Donc d'autres solidarités sous d'autres contours, d'autres formats se forment. Et puis la proximité, elle permet, c'est ce que je vous disais, de pouvoir orienter vers des dispositifs qui se jouent, qui sont à côté, en tout cas en proximité de chez vous. Mmh. Et le tout médié humainement. Parce qu'on ne peut pas résumer et cantonner l'accès à l'information ou l'accès, en tout cas à des dispositifs, à des plateformes Internet. Je sais que c'est à la mode le mot plateforme, mais souvenons-nous que plateforme, c'est une forme plate. Donc, s'il y en a trop, non mais voilà, vous m'aurez comprise. Oui, bonsoir à tous. J'ai une petite question à tout le groupe. Est-ce que vous avez eu des difficultés par rapport aux amendes que vous auriez eues de par vos proches majeurs protégés ou personnes très âgées, etc., pour les contester ou pour simplement, voilà, c'est. Donc par rapport au confinement, j'imagine. J'ai un exemple, j'ai mon frère qui est donc schizophrène. Il a été arrêté juste devant chez lui, hein, bien sûr. Donc voilà. Et son ami, qui lui est aussi schizophrène, et lui, il a eu 8 amendes. Donc Olivier, heureusement que je l'avais croisé par hasard parce qu'il n'a pas de téléphone portable, etc. Et ça a été assez compliqué, mais j'ai essayé de récupérer certificat médical, mais vraiment, voilà. Donc je voulais savoir si d'autres personnes peut-être avaient eu des difficultés ou avaient des astuces pour enfin se libérer de ce genre de choses, quoi. Je veux dire, quelqu'un qui a 8 amendes, c'est qu'il y a un problème. D'abord, merci Fatima pour votre témoignage. Hélas, j'ai envie de dire, il corrobore des témoignages que nous avons reçus dans différentes régions de France. Et je dis bien hélas, effectivement, des personnes, des proches, nous ont fait part que la personne accompagnée en situation de handicap, extrêmement visible dans certains cas, eh bien, était verbalisée. Voilà. Malgré les consignes qui avaient été données par la ministre, Madame Cluzel, hein, qui a pris d'ailleurs la parole à ce sujet. Donc ça, nous ne pouvons que le déplorer. On évoquait tout à l'heure le regard de la société. Il y a un travail collectif à faire à différents endroits, mais ce travail collectif, finalement, il ne concerne pas que les proches aidants, il concerne finalement notre manière d'appréhender les vulnérabilités au sens large. C'est un travail collectif, une sorte d'acculturation collective de plus grande ampleur, en fait. Et je crois que ça a mis en lumière ça. Donc, je ne vous cache pas que les premiers témoignages que j'avais reçus, les premiers appels que j'avais reçus à ce sujet m'avaient mis extrêmement en colère. Et donc, sur comment ils ont été contestés. Ces amendes ont été contestées en contactant directement, alors pas par nous-mêmes, mais par les personnes en question, le secrétariat d'État. Voilà. Écoutez, je veux bien les coordonner parce que j'ai encore croisé une personne qui était découragée, son grand-père, 80 ans. Je veux dire, le grand-père, il sait pas forcément, quoi. Et c'est tout. Il y a un mail, en fait, il y a une adresse, effectivement, et on pourra vous la communiquer après, hein, qui est à disposition en ligne, hein, justement, et en tout cas, qui a un point de contact et qui a été utilisé, effectivement, dans certaines situations pour cela. Ça n'est pas sa vocation première, ça n'est pas son objectif premier. Néanmoins, moi, il me semble important de pouvoir faire aussi remonter justement ce type de situation parce qu'elles sont révélatrices, encore une fois, de cette prise de conscience collective et du travail collectif que nous avons à faire en termes de lutte contre les préjugés, les stéréotypes et aussi les assignations. Ça y participe. J'avais effectivement écrit à la MDPH pour signaler ce dysfonctionnement de la police. J'avais aussi écrit au maire, mais en fait, effectivement, ça n'a rien à voir avec le faciès, hein, que ce soit Olivier ou Mehdi, mon frère, ils ont été matraqués d'amendes, quoi. Et, voilà. Et dans d'autres situations,
des personnes effectivement extrêmement âgées qui étaient dehors, sans abri, ou en tout cas avec des solutions d'hébergement temporaires et très variables, et qui, de la même manière, ont eu de multiples amendes. Donc, faisons remonter ces dysfonctionnements. Alain, est-ce que tu avais encore une question peut-être, ou Gilles? Gilles, si vous voulez rajouter peut-être un mot? Non, enfin moi je trouvais ces échanges extrêmement intéressants. Je suis un peu déçu de la faible participation de toutes les personnes qui sont derrière leur écran. Il y a sans doute une forme de timidité, voilà, mais j'observais le nombre de participants. Nous avons culminé à 44 participants, donc je pense que c'est très intéressant, c'est un début. Euh, c'est de bon augure pour les réunions suivantes, pour les événements à venir. Voilà, mais moi aussi, je suis à disposition si quelqu'un souhaite poser une question. Merci Gilles. Après, c'est vrai que on peut comprendre aussi que ce soit pas forcément facile quand on n'y est pas habitué à prendre la parole et surtout à s'exprimer sur un sujet qui peut être très intime quand même. Donc voilà, c'est pas facile pour tout le monde. Gwenaël, Alain, est-ce que vous voulez dire un mot de conclusion? Qu'est-ce que vous avez comme remontée d'informations sur les liens entre aidants et aidés? C'est avant tout une relation, et c'est ce que moi, me semble-t-il, en tout cas, ce que j'ai aussi entendu du témoignage de Gilles, c'est que c'est avant tout une relation, et qu'une relation, donc elle est comment dirais-je, elle est colorée de ce que les uns et les autres nous sommes à des moments de la vie, et que derrière, c'est la question de comment justement cette relation reste, même si elle est dans une forme autre. C'est ça qui revient extrêmement régulièrement. C'est-à-dire que quand certains, ils nous le disent, ils se sentent être l'infirmier, ils se sentent être l'auxiliaire, ils ne se sentent plus être le conjoint, ils ne se sentent plus être l'enfant ou le parent. Du coup, le rôle phagocyte complètement la relation, et c'est au détriment de la relation. Et moi, me semble-t-il, ce que j'aimerais souligner justement dans le témoignage de Gilles, c'est ça, ce que vous avez mis notamment en avant, c'est la force de la relation, et de l'enjeu de celle-ci à la préserver. Et l'enjeu n'est pas de faire une fabrique des dents en France. Pardonnez-moi de le dire de manière aussi directe et aussi crue, mais l'enjeu n'est pas d'avoir une fabrique des dents en France. Les facteurs qui accentuent les fragilités, qui créent d'autres fragilités, parce qu'encore une fois, nous sommes tous vulnérables. Vous ne m'entendrez pas dire que nous allons créer Enfin, il y a par contre des facteurs de fragilisation qui vont accentuer. Mais si derrière, elles ne sont pas réduites, de fait, il y a des inégalités qui sont accentuées, renforcées, et donc les relations, elles sont aussi colorées de tout ça. Et donc, un des enjeux, c'est justement de pouvoir préserver le lien, la relation à autrui, à un autrui qu'on a choisi. Pendant le premier confinement, des témoignages que nous avions reçus nous faisaient état de proches par défaut, le proche qu'on n'a pas choisi. Oui. C'est pas parce qu'on habite avec quelqu'un que c'est le proche qu'on a choisi. Voilà. Je le dis de manière très, très simple. Mais que justement, cette question de qui est mon proche, qui est mon prochain, et comment je préserve, j'aménage la relation avec lui, et vice-versa, comment dans cette relation aussi je m'y retrouve, elle est clé. Il est là l'enjeu, il n'est pas sur l'autre aspect du curseur, parce que si on ne voit plus que le rôle d'aidant et plus du tout la place, c'est pour ça que j'insiste en permanence, je sais que je suis un peu antiquinante là-dessus sur cette affaire de place, et bien en fait au bout d'un moment, vous évacuez complètement ce qu'il y a de beaucoup plus subtil en fait dans la relation, ce qui fait une relation. Et je crois que les différents confinements nous ont montré que nous étions des êtres relationnels, et que la relation, elle pouvait trouver à prendre des formes extrêmement différentes. Il faut savoir garder un peu d'humanitude et d'humanité. Et de bravitude peut-être aussi. De bravitude aussi. Ouais. Je l'adore ce mot. Oui, alors on a eu une question sur le chat pour vous, Gilles. Peut-être l'avez-vous lu, mais je vais la lire pour tout le monde.
Donc, je me mets à la place de la personne qui a écrit, donc Laura Vitasek. J'ai cru comprendre que vous viviez plutôt bien votre rôle d'aidant. Toutefois, avez-vous été confronté à des difficultés pour prendre cette position, entre parenthèses, à la fois aidant et donc pour accomplir des gestes médicaux, tout en restant un époux? Comment être un bon aidant bien traitant? Est-ce que voilà, il y a une remise en cause nécessaire? Je me pose quelquefois des questions. Si effectivement on est dans l'accompagnement au sens des gestes médicaux, évidemment, je ne pratique pas de gestes médicaux, mais par exemple, dans un, dans un rôle de, je dirais, infirmier, par exemple, préparation du pilulier. Alors, le traitement est un peu compliqué, c'est des choses qu'on prend un jour sur deux, il y a des choses qu'on prend 3 semaines sur 5, c'est un cycle de 5 semaines, donc avec des prises de médicaments pendant 3 semaines et un repos de 2 semaines. Il y a des choses que l'on prend le lundi, mercredi, vendredi. Donc, la préparation du pilulier est un peu compliquée. Bon. Donc, au début, bah, j'ai été celui qui préparait le pilulier. Je n'avais pas le choix, il fallait que je le fasse. Et je l'ai fait. Et je dirais, avec le temps qui passe et avec, je dirais, l'évolution qui a été positive de l'état de santé de mon épouse, je pose la question de savoir, bah, dorénavant, on fait quoi? Est-ce que tu le fais? Est-ce que je le fais? Et si demain, pour une raison ou pour une autre, je dois m'absenter, je tombe malade, etc., il faut que tu saches te débrouiller. Bon. Et il y a toujours une certaine forme de réticence, par crainte, oui, pour éviter de faire des bêtises. Donc, on a fait de l'apprentissage ensemble, on a préparé ensemble. Bon, c'est vrai qu'il y a une certaine complexité, et puis il y a quelquefois un rejet, et donc mon épouse ne veut pas, voilà, bon, il ne veut pas. Et donc à un moment donné, oui, la difficulté pour moi, c'est de dire, est-ce que je continue à le faire, et je le fais vraiment, entre guillemets, sans aucune contrainte, de manière très libre, ou est-ce qu'à un moment donné, parce que je pense que c'est utile qu'elle apprenne à le faire, et qu'il faut donc forcer un peu les choses, je tape sur la table en disant bah, je le fais plus, maintenant tu vas le faire, sous mon contrôle, je ne le fais plus. Voilà, c'est une difficulté. C'est tout bête, hein, c'est dans la vie quotidienne. Alors, c'est pas facile parce qu'il y a la peur de froisser, il y a, mais en même temps le souci de donner une autonomie, enfin de faire en sorte que mon épouse puisse se passer de moi pour des gestes comme cela. Préparation du pilulier, bon, c'est pas un acte médical, mais voilà, oui, il y a cette difficulté. Est-ce que je continue à faire ou est-ce que à un moment donné j'arrête et j'oblige, parce que je pense qu'elle en a tout à fait les compétences, j'oblige mon épouse à le faire. Voilà, c'est une difficulté, parmi d'autres. Merci Gilles. Gwenaëlle, est-ce que vous voulez prendre la parole suite à ce témoignage? Peut-être 2 points, oui, pour rebondir sur le témoignage de Gilles. Le premier, ce que Gilles nous écrit, c'est qu'il n'y a pas de bon aidant, et ni héros ni sainte, en fait, hein. Souvent d'ailleurs, il y a des qualificatifs qui sont associés, et justement là aussi, en tout cas, veillons à laisser suffisamment d'espace, d'autorisation, de liberté, pour ne pas assigner à l'un ou à l'autre. Ce que j'entends moi aussi, c'est la vigilance, qui est finalement une forme de vigilance permanente, d'inquiétude, et ça, quand bien même il n'y a pas d'acte au sens médical, souvent dans les témoignages que nous recevons, il y a cette vigilance constante, oui, cette inquiétude. Vous savez, quand vous avez le téléphone à côté, et la crainte parfois que le téléphone sonne en vous demandant qu'est-ce qui va se passer. Il y a de ça. Et donc effectivement, ça fait partie des points qui au quotidien sont à l'esprit, en fait.
Gilles nous évoquait toutes ces petites choses, mais le quotidien est fait de toutes ces petites choses. Il est aussi fait de nombre d'irritants qui, justement, dans des situations qui parfois se sont complexifiées, eh bien, viennent ajouter de la pénibilité, qu'elle soit financière, qu'elle soit administrative, et vous font rentrer parfois dans des parcours de combattants. Alors, Jean-Luc Schneider nous posait une autre question, mais puisqu'on est à 4 minutes de la fin, je vous propose qu'on conclue là-dessus. Alors, vous allez comprendre pourquoi. Jean-Luc nous demande quelles peuvent être les difficultés rencontrées entre les aidants et les professionnels. Alors, c'est une question tellement vaste qu'on a dédié un webinaire entier là-dessus. Et donc, Jean-Luc, j'espère que vous serez là dans 2 semaines, puisque le 25 mai, on continue cette séance. Mais donc, cette fois-ci, voilà, vraiment précisément sur cette question de la relation entre les aidants, entre les professionnels, qu'est-ce qui peut être facilitateur, qu'est-ce qui peut être bloquant, qu'est-ce qui peut être gênant en termes de communication. Fatima, comme vous l'avez exprimé dans le chat. Voilà, c'est justement toutes les questions qu'on se posera. Merci beaucoup à tous. Déjà, à vous tous d'avoir participé, d'avoir parfaitement respecté les règles en coupant votre micro, en coupant votre caméra, c'était parfait. Merci Gwenaëlle beaucoup pour tous ces éclairages. Merci Gilles aussi pour ce témoignage. Et puis merci Alain d'avoir parfaitement animé ce débat. Moi, je veux remercier Gwenaëlle qui nous a apporté beaucoup de choses, et puis Gilles aussi. Et j'affirme à Gilles, vous êtes bel et bien un aidant dans toute la splendeur du mot et du geste. Permettez-moi, je viens de voir sur le chat que Fatima a juste une petite phrase rapide. Elle demande si c'est possible. On peut peut-être faire. Allez, toute petite. Alors, merci Gilles. Je crois que cette phrase vous était adressée. Vous parliez du pilulier. Je vous avoue que pour ma part, j'ai appris un petit peu à m'endurcir parce que je sais plus dans quel film j'avais vu cette femme qui a, comme si elle fermait les yeux pour laisser l'enfant faire lui-même la tartine ou aller jusqu'au frigo. Et j'ai trouvé ça très beau. Et c'est pour ça qu'avec ma mère, j'essaye vraiment quitte à, une fois on est allé se balader, on était à 10 000 pas. Je lui ai dit, maman, je suis tellement fatiguée, c'est toi qui vas me porter sur ton dos. Pour faire comprendre, quand on fait comprendre, je crois, si je fais comprendre que je suis fragile, la personne aidée en face, ça la rend peut-être plus fort et lui donne envie d'être de faire des efforts et de nous aider aussi, nous, en tant qu'aidants. Voilà, c'est ma petite phrase. Merci. Merci à vous. Je la retiens, cette petite phrase sur la fragilité de l'aidant. C'est une réalité, ça. Sur la fragilité de tous. Je crois qu'on peut dire qu'on est tous fragiles quelque part et il faut qu'on l'accepte. Nous sommes tous vulnérables et après, il y a des facteurs qui fragilisent. Mais nous sommes tous vulnérables. Oui. Tout à fait. Bon, écoutez, merci à tous. Bonne soirée. À bientôt peut-être. Et puis, voilà. Merci encore une fois. Au revoir. Au revoir. Le 25 mai, puis le 22 juin.